tous pour cette deuxième partie d'INSEM. On est toujours en direct. Alors c'est l'heure des bonnes résolutions. En ce début d'année, on a donc décidé d'être prévoyant et on s'est demandé comment bien préparer la transmission de son patrimoine. Alors première option, après moi le déluge, et puis on s'est ravisé et c'est là que ça se complique. Fini l'exonération de droits de succession enterrés avec l'arrêté Miot. Alors rassurez-vous, il reste encore quelques avantages, mais temporaires. Désormais, en Corse comme ailleurs, il va falloir s'habituer à anticiper donation, testament, héritage, bref. Le plus simple, c'est encore de demander conseil à un notaire. Et ça tombe bien, Maître Paul Coutoli, qui est président de la Chambre des notaires de Corse du Sud, a accepté d'essayer de nous aider à y voir plus clair. Alors si vous avez envie de réagir, de lui poser des questions, vous pouvez nous appeler au numéro qui s'affiche ou alors nous écrire. Florian, vous veillez. On veille, vous pouvez réagir sur le post qui est sur France 3 Corse via STL sur Facebook. Sur la page Facebook. Il y a déjà quelques réactions. Ouais, il y en a pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Allez-y, on ne pourra pas répondre à tout le monde. Allez, tout de suite, on vous donne quelques conseils pour bien préparer votre succession. Bonjour maître et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler de ce sujet très large. Alors on a essayé de faire un choix. On va commencer tout de même, et ça corrobore toutes les réactions qui sont sur notre page. La perte d'un proche est un moment qui est compliqué et ce qui ne va pas rendre les choses simples, c'est lorsqu'on n'a rien prévu. Donc, vous êtes d'accord avec moi si je vous dis que l'important est d'anticiper et de préparer sa succession, essentiellement pour deux raisons. Et lesquelles ? Oui, il existe différents moyens d'anticiper sa succession que le législateur met à notre disposition. L'important est de bien choisir à travers ceci en fonction de sa situation familiale et patrimoniale. Parce qu'en la matière, bien évidemment, il n'existe pas de prêt-à-porter de la transmission, mais uniquement du sur-mesure. Donc, si vous voulez, la transmission peut se prévoir et peut être faite de son vivant. On peut également préparer sa transmission, mais qui ne s'effectuera qu'à son décès. Ce sont donc les deux grandes formes de transmission prévues, c'est-à-dire que soit on fait une donation de son vivant, et le bien est transmis du vivant du donateur. Ce choix est bien sûr irrévocable. Ou bien alors, on peut prévoir sa transmission par un testament, et à ce moment-là, la transmission ne se fera selon la volonté du testateur qu'au moment du décès du dit testateur. Alors, l'essentiel est quand même d'anticiper pour deux raisons. Faire en sorte que ceux qui vont rester, premièrement, ne se disputent pas. Oui, exactement. On n'y pense pas forcément, mais c'est important. Quand on réfléchit en matière de transmission, bien souvent, on est simplement... C'est l'aiguillon fiscal qui parle le plus souvent. Et en réalité, il y a un autre aspect des choses qui est l'aspect civil de la transmission et qui prévoit éventuellement de faire en sorte qu'il n'y ait pas de mésentente au décès du disposant. C'est pour ça qu'il est important, si le patrimoine le permet, de transmettre et de partager à la fois. La voie réelle de la transmission, c'est ce qu'on appelle la donation-partage. Elle a donc des avantages civils et aussi, il peut y avoir bien évidemment des avantages fiscaux. Alors, pour qu'on comprenne bien, donc, la paix des familles, ce sera donc l'aspect civil. Et ce qui motive le plus souvent l'anticipation, ce sera le volet fiscal. Donc en gros, c'est pour éviter de payer trop d'impôts ? Exactement. Il y a dans une transmission anticipée du patrimoine via une donation-partage un avantage fiscal qui se fait par un jeu dont on parlera peut-être tout à l'heure si l'émission nous laisse le temps à cause du démembrement de propriété. Et donc le but c'est de payer moins d'impôts, mais encore faut-il, si vous voulez, que votre situation patrimoniale l'exige, parce que à l'analyse, la plupart du temps, on se rend compte que la succession, à l'analyse du patrimoine, ne va pas générer d'impôts, parce qu'on ne paye pas d'impôts à partir du premier euro hérité. D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de donation. Donc, donner de son vivant, plusieurs donations possibles, la donation simple ou la donation partage. Qu'est-ce que vous conseilleriez dans l'hypothèse où on a des enfants ?
Mais dans l'hypothèse où on a plusieurs enfants, et là encore, là où le patrimoine le permet, il convient de privilégier la donation-partage, puisque c'est quelque chose qui arrête les discussions de manière définitive, enfin en tout cas dans la plupart des cas, alors que les donations simples successives sont bien évidemment possibles, mais sont à déconseiller. Pourquoi ? Parce que, pour expliquer les choses assez simplement, au décès du donateur, donc de celui qui a donné, on réévalue les biens qui ont été donnés à l'époque du décès. Et il peut y avoir des variations de valeur qui peuvent être dues à des circonstances économiques. Par exemple, j'ai donné 2 terrains inconstructibles à chacun de mes enfants à travers des donations simples successives, mettons une en 2017 et l'autre en 2018, et puis par le hasard de l'évolution des règles d'urbanisme, le terrain que j'ai donné à l'un des enfants alors est devenu constructible à mon décès, moi qui suis donateur, et l'autre est resté agricole. Eh bien celui qui a eu le terrain constructible doit indemniser. Alors qu'en réalité, dans l'esprit des donateurs et des enfants, à ce moment-là, le partage était définitif. Alors si on avait privilégié, par exemple, une donation-partage, en faisant intervenir tous les enfants, et qu'ils eussent reçu 2 terrains agricoles, si le hasard de l'évolution du droit de l'urbanisme avait fait que, ou des plans d'occupation des PLU, ait fait que le terrain attribué à l'un soit devenu constructible, l'autre il n'y aurait pas eu d'indemnisation de l'un à l'autre. Donc en clair, on va être obligé de revenir sur ce qui a été donné. Exactement. On va revenir sur ce qui a été donné, et la société moderne étant de plus en plus procédurière, on se rend compte, si vous voulez, que ce qui était des cas d'école, ce qu'on apprenait à la faculté et dont on se disait entre étudiants, mon Dieu, comment vais-je faire si j'ai des situations semblables, eh bien ça arrive de plus en plus. Ce qui était des cas d'école sont des cas pratiques aujourd'hui. Donc quand on prévoit une transmission, c'est vrai qu'il vaut mieux privilégier le moyen le plus sûr. Alors des fois, ça ne correspond pas à la dépense que va engager le donateur, puisque, bien évidemment, le fait de donner à plusieurs enfants peut coûter plus cher que de donner à un seul, à un moment donné, mais c'est la sécurité de demain qu'on privilégie en privilégiant la donation-partage lorsqu'elle est possible. En revanche, dans le cas d'un enfant unique, la question ne se pose pas. Dans le cas d'un enfant unique, la question ne se pose pas, puisqu'il n'y aura jamais de réévaluation à faire. Donc, anticiper, faire des donations, c'est bien, mais attention, donner, c'est donner. Hein, donc, oui, bien évidemment, comme on le disait. Qu'est-ce qu'on va donner ? Voilà, alors comme on le disait au départ, c'est du sur-mesure, puisque ça dépend de votre situation familiale et patrimoniale. Et comme je disais, donner, c'est donner, et c'est irrévocable. Si c'est très bien de se soucier de la paix future de sa famille, c'est aussi très bien de se soucier de ses vœux jours. Donc, il ne faut pas, il faut toujours se garder une poire pour la soif et ne pas disposer de la totalité de son patrimoine. Alors, une piste pour payer moins d'impôts, c'est donc la donation, et ça peut être la donation en démembrement de propriété. On entend beaucoup parler d'usufruit, de nue propriété. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, justement, il faut bien réfléchir. Lorsqu'on fait une réserve d'usufruit, c'est ma réflexion antérieure, hein, c'est-à-dire de garder cette poire pour la soif. Oui. Peut-être que l'usufruit qu'on va se garder ne sera pas suffisant pour cette fameuse poire pour la soif. Ceci étant, pour revenir sur la notion d'usufruit et de nue propriété, de manière simple, lorsqu'on a transmis en nue propriété, le propriétaire, c'est le nu propriétaire, et l'usufruitier, c'est celui qui a l'usage de la chose. Donc en gros, si j'ai donné une maison, c'est l'usufruitier de cette maison qui peut y habiter ou éventuellement en recueillir les loyers. Il en recueille des fruits. D'accord. C'est plus dangereux avec l'usufruit d'une pomme parce que celui qui a une pomme, il la mange. Je comprends pas bien l'histoire du jus de fruits. On va vous expliquer tout à l'heure. Fallait la faire. Alors, lorsqu'on n'a rien prévu, maître, que va-t-il se passer ? Lorsqu'on n'a rien prévu, c'est le législateur qui a prévu pour vous. Et donc, si vous voulez, la transmission du patrimoine, si on a plusieurs héritiers, se fait dans l'indivision. Les conséquences civiles, c'est que bien évidemment on est dans l'indivision, à l'inverse si on a prévu et qu'on a fait une donation-partage, et les conséquences fiscales dépendent de l'importance du patrimoine. Au-delà de 100 000 euros par enfant, il peut y avoir des conséquences fiscales, ou en tout cas des droits dus. Donc une imposition lourde. Ça dépend du degré de parenté
auquel on hérite. C'est-à-dire, ça dépend dans la ligne où on se situe. En ligne directe, on ne peut pas dire que... Enfin, on peut trouver tout ça, tout est relatif, bien entendu. Quand on hérite en ligne directe, c'est-à-dire ce sont les enfants qui héritent, après l'abattement de 100 000 euros, grosso modo, on est à 20% jusqu'à 502 000 euros, 30% au-delà de cette tranche. D'accord. Alors avant de poursuivre avec différentes pistes, différentes hypothèses pour l'héritage, mon cher Florian, vous vouliez nous parler du détournement d'héritage. Alors oui, alors après on lira une petite réaction. Exactement, il existe le détournement d'héritage. Bon, vous devez être au courant, hein, je pense, non ? C'est très malhonnête. Oui, de manière générale, ça intéresse plus les tribunaux et les avocats que les notaires, parce que nous, on intervient surtout dans le cadre d'un règlement amiable de la succession. D'accord. Alors, quand un héritier détourne des biens faisant partie d'une succession, ou omet de révéler à son notaire ou à la famille l'existence d'un autre héritier, afin de capter sa part d'héritage, il se rend donc coupable de recel successoral. Il s'agit donc, oui, c'est ça. Il s'agit donc d'un acte commis par un héritier de mauvaise foi et qui a pour effet de priver les ayants droit d'une partie de l'héritage. Alors, quelles sont les sanctions, hein ? Le receleur peut d'abord faire l'objet d'une plainte au pénal, hein, pour vol, abus de confiance ou de faiblesse, ou même d'escroquerie, hein, bien sûr. Et si l'héritier a détourné un bien et ne peut le rendre parce qu'il a vendu ou perdu, il devra en restituer la valeur au jour du partage. D'accord. Voilà, c'était la petite parenthèse. C'était la petite parenthèse. Voilà, et j'ai juste une petite réaction. Alors, réaction. Peut-on forcer un héritier d'entrer dans la succession s'il ne peut pas signer les documents, s'il ne veut pas signer les documents, pardon, afin de pouvoir se partager? Existe-t-il un recours? Si vous voulez, on peut mettre en demeure un héritier de se prononcer sur son acceptation ou son refus de la succession. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé spontanément, mais on peut le mettre en demeure de le faire. D'accord. Voilà, vous avez la réponse. L'émission est bientôt terminée, on l'aura bien compris, le mieux c'est de prévoir, d'anticiper et de faire les choses bien. Question bête, si on a décidé de faire un testament, comment s'y prendre? Alors, il existe plusieurs formes de testament, mais principalement deux, puisqu'on va mettre de côté le testament mystique. Alors, il existe le testament holographe, c'est le testament qui est écrit, daté et signé entièrement de la main du testateur. Donc, si vous voulez, le testament tapé à la machine signé par le testateur est à proscrire, puisqu'il est frappé de nullité. D'accord. Donc, ce testament, c'est un acte sous seing privé. De manière générale, l'handicap que présente ce document, c'est sa publicité. Si on en fait un, il vaut mieux le remettre à son notaire qui aura pour mission de le conserver et peut-être d'en faire la publicité, sauf si le testateur y contrevient, mais auprès du fichier des dernières volontés, c'est-à-dire qu'on saura que quand une personne décède, et même si on va qu'on a déposé un testament chez un notaire ajaccien qu'il a dans son coffre, et qu'on va à Dunkerque et avec l'acte de décès, le notaire de Dunkerque sait qu'en interrogeant le fichier des dernières volontés qui est à Venelle, sait que dans le coffre du notaire ajaccien, il y a un testament du qui existe. Alors, le mieux c'est de faire ça, on va pas le cacher dans un livre, ce sera le mot de la fin. Exactement. On le retrouve. En tout cas, merci beaucoup, maître, d'être venu nous parler de ce vaste sujet, bien préparer sa succession. Demain, on va parler d'autre chose un peu plus léger. On va vous expliquer, mais cette saison en même temps, ne regardez pas de cette façon, comment bien donner à manger aux oiseaux en hiver. Pensez à tous. Allez, ciao, à demain.